Second débat de ce sens public volontairement décalé de l'actualité du jour consacré à la grande misère de la psychiatrie en France. Michel Barnier, vous en souvenez, avait décrété la santé mentale grande cause nationale 2025. Le ministre de la Santé a dévoilé un plan d'action, c'était il y a une quinzaine de jours, qui promet une refonte de la psychiatrie. Mais où en sont les moyens humains et financiers avant d'en débattre? Un premier constat avec Fabien Recker. C'était en septembre 2021. Au sortir de la crise du Covid, les assises de la santé mentale et de la psychiatrie étaient censées poser les bases d'une refondation de la psychiatrie publique en France. La santé mentale est un enjeu majeur, insuffisamment dit. On voit très clairement que les moyens mis pendant longtemps n'ont pas été à la hauteur. 4 ans plus tard, la psychiatrie demeure en état de crise profonde, alors même que notre santé mentale se dégrade. Plus 77% d'épisodes dépressifs chez les 18-24 ans, plus 133% d'hospitalisation pour tentative de suicide ou automutilation. Mais en face, l'hôpital public voit lui ses moyens diminuer, avec une perte nette de presque 7000 places de prise en charge psychiatrique à temps complet en l'espace de 15 ans. Engorgement des urgences, pénurie de personnel, délai d'attente interminable pour un rendez-vous en centre médico-psychologique. Ce psychiatre, auteur d'un livre sur la crise de la psychiatrie publique, dénonce une perte de sens subie par les praticiens. On nous a demandé de faire plus, avec plus de patients, avec moins de praticiens, en perdant tout pouvoir fonctionnel sur notre propre activité, parce que la bureaucratie règne en maître dans l'ensemble du système, et qu'on a inversé le rapport entre la gestion et le soin. Autrefois prestigieuse, la psychiatrie a dégringolé à la 40e place sur 44, parmi les spécialités choisies par les étudiants en médecine. Le gouvernement veut former 600 internes par an en psychiatrie d'ici 2027, mais devra pour y parvenir rendre de nouveau attractif un secteur considéré comme le parent pauvre de notre système de soins. La psychiatrie, une priorité de façade pour le gouvernement. Voilà le titre de notre débat avec Antoine Pellissolo. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes professeur de psychiatrie, chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil. Lisa Boumansour, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste santé au quotidien 20 minutes et créatrice de la série vidéo Ma tête et moi sur la santé mentale. Frédéric Bizard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'ESCP, président de l'Institut Santé. Vous publiez Les itinérants de la santé, c'est aux éditions Michalon. Et Mickaël Darmon, éditorialiste politique, est évidemment resté à mes côtés. Je vais commencer par le constat et pour ça je vous propose une archive. On remonte pas si loin, on remonte en 2019. Un infirmier psychiatrique qui manifeste à Paris et qui décrit son quotidien. Écoutons. Nous, on marche autour de 120% d'occupation des lits, ce qui veut dire qu'on a des patients qui dorment sur des matelas qui sont posés par terre, qui n'ont pas accès à des placards, des chambres de 2 lits qui sont transformées en chambres de 3 lits. On n'a même plus de place pour qu'ils puissent manger confortablement. Donc souvent, c'est des gens qui mangent assis sur des chaises avec des plateaux posés sur leurs genoux, quoi. Janvier 2019, il y a 6 ans et demi, Antoine Pellissolo, la situation, elle s'est aggravée. Vous pourriez décrire la même chose? Hélas, oui. Ouais. Hélas, oui. Aggravé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas mieux. Ouais. C'est pas mieux. Alors, la carte est sûrement un peu contrastée. Il y a des endroits où peut-être les choses vont mieux, et puis d'autres où c'est moins bien. Dans votre service, par exemple? Parfois, on n'est pas loin de ça. Alors, nous, on est soumis à une très forte demande et pas assez de capacitaire, comme on dit. Donc, souvent, un encombrement. Ça se traduit surtout par les attentes aux urgences. Ce qui est devenu dramatique, c'est qu'on s'est habitué à ce qu'une hospitalisation dite urgente pour un état suicidaire, une crise psychotique, nécessite un temps d'attente, non pas de 24 heures, mais parfois 2 jours, 3 jours, parfois une semaine. Et il y a 10 ans, c'était impensable de dépasser une journée aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de place en aval, comme on dit. Ouais. Avec peut-être je ne sais pas si c'est le bon terme, Lisa Boumansour, mais un effet ciseau, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de malades et de moins en moins de praticiens ou de personnels spécialisés. C'est un peu ça le constat? Oui, tout à fait. En fait, la demande, elle a quand même explosé. On a vu un avant-après Covid, même si déjà c'était compliqué avant. Et en fait, c'est pas juste avant-après Covid. On voit que chaque année,
la santé mentale, les troubles psychiques augmentent, et notamment chez les jeunes, notamment chez les très jeunes filles. Il y a une étude qui vient de sortir là, il y a quelques semaines qui montre des chiffres vraiment extrêmement importants. Je crois que c'est une hausse de 22% en un an des idées suicidaires, des tentatives de suicide, des automutilations chez les jeunes filles, et des jeunes filles très jeunes. On parle de filles qui ont 10-14 ans, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ces chiffres sont quand même préoccupants, et à côté, la balance est compliquée. Frédéric Bizard, vous êtes souvent venu faire ici le constat d'un système dans sa globalité qui dysfonctionne, mais pourquoi la psychiatrie est peut-être encore plus mal lotie que d'autres spécialités ? Alors, on a beaucoup parlé des solutions aussi, parce que si créer l'institut de santé, c'est pour le refondre. Bon, tant qu'on ne s'attaquera pas à l'ensemble du système, chaque composante du système, chaque profession du système sera victime de la désorganisation de ce système. Bon, c'est assez facile à comprendre. La psychiatrie, en effet, souffre de cette désorganisation, mais a quelques spécificités. D'abord, c'est pas le vieillissement de la population qui met une pression sur le système. C'est une des spécificités, on pourrait se dire, puisque c'est quand même un effet vieillissement, mauvaise santé qui met une pression très forte sur la demande. Là, ça a été dit, ça touche plutôt des jeunes, et on a une prévalence qui augmente de façon très importante, mais donc pas la prévalence, c'est le nombre de cas, au vieillissement. Mais la problématique reste la même. La psychiatrie est majoritairement dans le secteur public, qui souffre encore plus que les autres secteurs, si on le prend. Et la psychiatrie a une caractéristique, c'est qu'elle est très institutionnalisée, c'est-à-dire que elle est beaucoup, y compris en ville, dans des établissements. Et notre crise du système de santé souffre beaucoup d'une crise de gouvernance, où on a pensé qu'en étatisant et en retechnocratisant le système, le reportage était très laid, c'est-à-dire qu'on a la perte de sens, c'est qu'on a dit il faut démédicaliser la gouvernance. Parce que comme les médecins ne savent pas gérer, on va y mettre des gestionnaires et ça va aller beaucoup mieux. Donc ça va en effet beaucoup mieux, parce qu'on a des gens qui ne connaissent pas la médecine, qui pilotent les systèmes. Donc la psychiatrie, de ce point de vue-là, je pense en tout cas, touche. Et puis, là, je laisserai notre spécialiste en parler. Mais quand je lis un petit peu tout ce qui se passe, moi, je ne comprends pas très bien quelle est l'organisation, la stratégie vis-à-vis de la gestion du parcours, puisqu'on est... Bon, il y a des cas très aigus, mais il y a quand même des cas chroniques, et on souffre de la segmentation entre la ville et l'hôpital. Et là, je ne vois absolument pas comment sont gérés les parcours. Les plans cancer ont permis un peu de progresser sur l'oncologie. Sur la psychiatrie, on a l'impression toujours qu'il y a un monde entre l'hôpital et un monde entre la ville. Alors, je vais redonner la parole aux uns et aux autres. Quelques chiffres. 25% des Français souffrent d'un trouble mental à un moment de leur vie, 21% ont recours à des médicaments contre le stress ou la dépression. Et puis sur les consultations, 18% consultent des psychologues, 17% consultent des psychiatres. C'est l'assurance maladie ou l'Institut Ipsos qui nous donne ces chiffres. Effectivement, sur alors je reprends votre terme, l'étatisation ou le fait d'avoir retiré aux médecins le pouvoir de décision à l'hôpital, est-ce que vous faites un lien de cause à effet dans les grandes difficultés de votre spécialité, de la psychiatrie ? Peut-être un peu, mais ce qui est net, c'est tout simplement le sous-financement de la psychiatrie, parce qu'on pourrait donner les chiffres. L'hôpital a souffert pendant des années d'être moins, et ça continue d'être le cas, moins doté que ce qu'il faudrait, et la psychiatrie était toujours en dessous des financements de l'hôpital. Et ça fait au moins 20 ou 30 ans. Donc on a accumulé le retard, alors qu'en même temps, en effet, le fameux effet ciseau, les chiffres, par exemple, de suivi dans le système public, parce qu'il faut quand même, en effet, différencier les maladies les plus chroniques, les plus sévères, qui font forcément recours au système public. On a doublé en 20 ans le nombre de personnes. On est passé de 1,1 million à peu près à 2,3 millions actuellement. C'est des personnes qui sont suivies régulièrement. Alors, en ville, quand même, on a quand même un système qui va de l'hôpital à la ville dans le système public. Après, les 25% de personnes qui font des dépressions, évidemment, ils ne viennent pas tous à l'hôpital. Et là, c'est plutôt le secteur libéral qui prend sa part. Mais la crise, elle est vraiment du côté du système public, avec un engorgement et pas assez de ressources. Donc, il y a sûrement un problème d'organisation et de vision. De toute façon, il faut une vision, il faudrait une politique, un plan politique sur la santé mentale à long terme. Mais clairement, il y a un sous-financement, et ça suffit déjà à expliquer les carences du système. Et puis, on va détailler le plan qui a été annoncé par le ministre de la Santé il y a quelques semaines. On verra quelles en sont les limites. Peut-être un peu de pédagogie, Lisa Boumansour. Quand on parle de santé mentale, de quoi on parle exactement ? Oui, en fait, on parle énormément de santé mentale ces dernières années. Et
En fait, on parle un peu de tout et de rien quand on parle de santé mentale. Et c'est une chose de parler de santé mentale, c'est une chose de parler de psychiatrie. C'est pas la même chose. Il faut voir de quoi on parle. Si on parle de maladie mentale, on parle d'un trouble bipolaire qui sont des maladies chroniques. On parle de schizophrénie. On parle d'addiction. On parle de troubles du comportement alimentaire. Et en fait, il y a aussi, c'est très bien d'en parler. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais il faut pas mettre tout dans le même sac aussi. Et je pense que il y a énormément de communication sur ces sujets-là, avec des prises de parole publiques, etc. Il ne faut pas en oublier le problème principal qui est la psychiatrie et qui est, comme effectivement le docteur Pellissolo vient de le dire, la crise de l'hôpital public en termes de psychiatrie, qui est vraiment autre chose que le bien-être, qui est très bien c'est très bien d'en parler aussi, évidemment, mais voilà, il faut un peu tout remettre aussi à sa place parfois. Et donc on va évaluer tout de suite, détailler le plan annoncé par le gouvernement. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre, puisque... rebonsoir Steve, pour lutter contre les difficultés que rencontre le secteur, il y a ces annonces, un gouvernement qui nous dit vouloir passer à la vitesse supérieure. Oui, au Sénat, Yannick Neuder, c'était début juin, le ministre de la Santé, assurait que le gouvernement était pleinement mobilisé. Écoutez-le. La santé mentale est la grande cause nationale 2025 et nous souhaitons tous que ça ne reste pas qu'un slogan. Donc maintenant, il nous faut agir et c'est tout le sens de l'action que je compte mener. Je crois qu'il y a une première phase qui a été la déstigmatisation et qui est en train d'être réussie grâce notamment à le coming out de certaines personnalités sur le fait effectivement de révéler leur bipolarité ou autre. Il faut agir, ce sont les termes du ministre. Quelles sont les mesures qu'il a annoncées? Alors, le plan du gouvernement a été dévoilé le 11 juin. Une trentaine de mesures ont été mises en avant. Premier grand axe, Thomas, le repérage précoce des troubles mentaux chez les jeunes. L'ensemble des soignants qui travaillent en milieu scolaire sera formé à la santé mentale, annonce le ministre. 2 référents adultes seront nommés dans chaque collège et lycée dès la rentrée prochaine. Et puis, 300 000 secouristes seront formés en santé mentale d'ici 2027. Bon, ça c'est pour l'axe prévention. Il y a aussi des mesures annoncées par le gouvernement en matière de psychiatrie de proximité. Et c'est toute la question de la prise en charge des patients. Le gouvernement prévoit de mieux structurer les parcours en urgence psychiatrique. L'objectif, c'est de mieux orienter les patients selon leurs besoins. L'exécutif veut aussi renforcer les centres médico-psychologiques pour rendre la prise en charge plus accessible. L'idée, c'est par exemple, Thomas, d'ouvrir des créneaux sans rendez-vous pour les plus jeunes. Autre objectif du gouvernement, doubler d'ici 2027 le nombre de psychologues conventionnés dans le cadre du dispositif Mon Soutien Psy, qui permet d'être remboursé par la Sécu. En ville, par exemple, le gouvernement souhaite atteindre 12 000 psychologues contre 6 000 actuellement. Et puis il y a un troisième axe de ce plan du ministre de la Santé, la formation. Oui, la formation avec encore une fois un objectif chiffré, Thomas, atteindre 600 internes en psychiatrie par an d'ici 2027. Il y a aujourd'hui 490 postes disponibles, mais un certain nombre sont vacants. Le gouvernement place donc la barre très haut. Le ministère de la Santé veut proposer dès le 2e cycle des études de médecine un module de psychiatrie qui serait couplé à un stage pratique en milieu psychiatrique. À tout cela, Thomas, beaucoup de professionnels répondent au ministre. C'est très bien, merci, mais il va falloir de l'argent, des moyens financiers supplémentaires. On va voir la réponse de Yannick Neuder. La psychiatrie dispose d'un budget de plus de 430 millions en 2025. On peut avoir toujours plus, mais on peut aussi mieux s'organiser avec ce qu'on a aujourd'hui. C'était dans le Parisien. Autrement dit, pour l'instant, débrouillez-vous comme vous pouvez. Merci beaucoup, Steve. Professeur Pellissolo, j'ai lu, vous aviez, je crois, publié une tribune dans le quotidien L'Humanité. Oui. Le mot qui ressortait, c'était la colère, quand même. Ah oui, alors sur le moment, j'ai eu du mal à me retenir, parce que j'ai écrit, en fait, on nous avait dit grande cause nationale, et ça, on le souhaitait depuis des années, en fait. Mais on avait dit oui, mais il ne faut pas que ça soit un slogan. Mais malheureusement, c'est ça qui est en train de se passer. On est au mois de juin, et on a des mesures qui sont toutes intéressantes quand on les prend une par une, mais pas d'une part un grand plan, et puis surtout, elles ne sont pas financées. C'est de l'argent qui va être pris sur d'autres actions. Donc moi, j'ai tendance à conseiller. Je suis quelqu'un de plutôt posé d'habitude, mais je trouve que c'est une catastrophe et ça me met en colère, effectivement. Juste si on parle argent, 2 minutes, les derniers chiffres disponibles, c'est 2022, c'est 26,2 milliards de dépenses dans la psychiatrie, 70% pour les maladies psychiatriques et 30% pour ceux qui prennent des psychotropes. Un an avant, on était à 25 milliards, plus 1 milliard 200 millions, plus 4,8. Il y a une équivalence macroéconomique, c'est-à-dire ce qui est dépensé revient à des revenus et à des dépenses pour l'offre.
Donc, ce que je veux dire par là, d'abord, c'est que c'est le premier poste de dépense, 14% des consommations de soins et de biens médicaux. On peut toujours penser qu'on ne dépense pas assez, mais je veux vous garantir que le problème principal n'est pas une question de dépenses en matière de soins et de prise en charge. Donc il ne faut pas mettre plus de moyens. Si, il faut mettre plus de moyens, mais où la question? C'est vrai pour tous les systèmes de protection sociale. Nos systèmes déclinent parce qu'on est faible sur le maillon faible. C'est-à-dire qu'on est faible dans le repérage, le dépistage de celui qui va développer une pathologie chronique et qui va coûter très cher. On intervient beaucoup trop tard dans le processus. Alors, quand on avait des prévalences relativement faibles, comme au XXe siècle, c'était pas grave, puisqu'on a bâti le système sur un système curatif. Non mais, alors bien, on voit bien que le ministre essaye de dire, bon, je vais faire des repérés, mais c'est pas faire un repérage. C'est investir massivement, pas simplement en psychiatrie, mais dans la santé scolaire, dans la santé au travail. On mentionne même pas la santé au travail. Là, c'est dommage parce que c'est quand même un endroit où on perd. Non mais, c'est là où faut mettre l'argent. Et là, vous allez voir tout d'un coup que la demande. C'est exactement ce qu'on a fait pour le travail. On a mis 15 milliards d'euros sur le plan investissement compétences. On a dit qu'il faut arrêter de s'intéresser uniquement aux gens qui perdent leur travail. Une fois qu'ils ont perdu leur travail, il faut investir dans les compétences. Donc investir le plus tôt possible. J'essaie de faire en sorte que tout le monde ait la parole. Élise Abou-Mansour, effectivement, parce qu'on a décrit ces malades en situation critique qui arrivent aux urgences et dont on ne peut pas s'occuper rapidement. Le point de faiblesse, je reprends l'argument de Frédéric Bizard, c'est de ne pas avoir mis suffisamment de moyens le plus tôt possible, c'est ça, dans la détection, ce que je comprends ? En fait, la plupart, beaucoup de maladies psychiques, elles apparaissent aussi à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Et du coup, il y a quand même un intérêt de s'y prendre au plus tôt. Il y a la question justement de la formation qui est dans le plan des professionnels de santé scolaire. Le problème, c'est qu'on manque, au-delà même de la formation, il y a un problème de place. Il y a énormément de postes qui ne sont pas occupés aujourd'hui, de postes d'infirmières scolaires, de postes de psychologues scolaires, de postes de médecins. Et donc, c'est aussi ça le problème. Le problème, au-delà même de la question du coût et des financements, c'est aussi la question du nombre de professionnels de santé qui manquent, tout simplement, pour plein de raisons différentes dont on pourra parler. Ce dont on parlait tout à l'heure sur ce manque de vocation, ou en tout cas en psychiatrie, et qui peut du coup entraîner effectivement des situations où on manque tout simplement de psychiatres et de médecins. Oui, on a donné les chiffres dans notre sujet d'ouverture. C'est l'une des spécialités les moins recherchées par les étudiants aujourd'hui, c'est ça, hein? Oui, mais c'est pas vraiment nouveau. Je pense que comme ça me gêne pas tant que ce sont des personnes qui ont envie de faire ça. Alors c'est sûr qu'il y a des postes vacants et il faut surtout leur donner l'envie en améliorant les conditions de travail, parce que la vocation, beaucoup l'ont. Hein. Moi, j'ai que des étudiants qui sont ravis de ce qu'ils font et qui sont ensuite internes. Non, moi je réagis un peu là-dessus. Les dépenses, c'est vrai qu'elles sont importantes. C'est le premier poste parce que c'est la prévalence de la dépression, ça fait partie des troubles les plus fréquents dans la population. Et combien ça coûte en plus qu'on ne sait pas soigner, en arrêt de travail, en perte de productivité, en perte de qualité de vie, c'est au moins 3 ou 4 fois plus. Donc les dépenses qu'on fera dans les soins, on va s'y retrouver. Il faut mieux dépenser maintenant. Parce que les dépenses, c'est vrai que c'est avant tout du personnel, parce qu'on n'a pas de machine, nous, en tout cas quasiment pas pour soigner avec des choses techniques. On a besoin de temps humain. Et c'est clair que pour les consultations ou à l'hôpital, on a besoin de personnel. Et là-dessus, il n'y a pas photo. C'est ça dont on a besoin. C'est du personnel. C'est absolument vertigineux en fait de s'apercevoir à quel point, lorsqu'on prend en coupe comme ça longitudinal une politique publique sur un secteur aussi crucial, on voit à quel point effectivement il y a un désarroi dans la politique publique, il y a un désarroi dans la capacité de pouvoir prendre les mesures nécessaires et identifier le problème. En écoutant tout à l'heure effectivement le déroulé de ce plan, on se disait que peut-être vaudrait-il mieux qu'à ce moment-là les ministres ou de manière générale on prenne l'habitude de communiquer une fois que les choses sont faites. Parce que le volontarisme qui est affiché fait qu'effectivement on a le sentiment, on parle de mesures et le public a l'impression que c'est fait puisqu'on va l'annoncer. Or, ce qui est annoncé là, ça va prendre plusieurs années.
Et de ce point de vue-là, on peut comprendre la colère qui est nourrie aussi par le public. Est-ce que, Lisa Boumansour, il y a des nouvelles mesures dans ce qui a été annoncé par le ministre ou pas? Ou est-ce que finalement c'était des dispositifs qui existaient? Il y a beaucoup de dispositifs existants qui sont développés. Je pense à Mon Soutien Psy, par exemple, qui déjà marche pas très bien, qui veut développer encore plus. Mais pareil, si aucun psychologue ne veut rejoindre le dispositif, on a beau vouloir le doubler, voilà, on va pas forcer les gens à le faire. Après, oui, il y a des nouvelles mesures. Il y a le fait de vouloir augmenter le nombre d'internes en psychiatrie, par exemple. Il y avait la question de faire un stage. Il y a des stages qui sont obligatoires en médecine, par exemple aux urgences, par exemple en chirurgie. Il y avait la question, alors qui n'est pas dans le plan, mais en tout cas par exemple, de rendre obligatoire un stage en psychiatrie pour que les gens voient ce que c'est cette spécialité. Parce que souvent, quand ils voient ce que c'est, finalement, ils ont envie d'y rester et ils aiment bien cette spécialité. Il y a plusieurs mesures qui sont assez nouvelles. Il y a le développement, il y a un souhait en tout cas de donner des financements à l'ARS pour financer les CMP, qui sont quand même... Les CMP, c'est les centres médicaux psychologiques. C'est des structures dans lesquelles il y a plein de choses différentes, mais notamment des séances qui sont remboursées, un suivi qui est remboursé intégralement par la sécurité sociale, ce qui est quand même primordial parce qu'on sait que les personnes qui sont aussi sujettes à des troubles psychologiques, c'est des personnes qui sont plus dans des situations de précarité. C'est quelque chose qui est important aussi. Et donc, du coup, ces structures sont vraiment primordiales parce que, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, crise de la vocation, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de psychiatres qui se mettent en libéral. Le problème, c'est qu'en libéral, il y en a assez peu en secteur 1. Souvent, il y a des dépassements horaires qui sont conséquents et donc on se retrouve avec une problématique et des grosses disparités. Même si on n'est pas aux États-Unis quand même. Même si, heureusement, on est loin d'être aux États-Unis. Avec un système où les soins sont quand même pris en charge. Il faudrait quand même qu'on parle d'une vraie difficulté, le mot est faible, c'est la question de la contention, faute de personnel, la contention qui est souvent utilisée dans les services de psychiatrie adulte. Selon les chiffres qui datent de 2023, 8000 personnes attachées par an dans les services de psychiatrie adulte en France. 85% des établissements psychiatriques pratiquent la contention régulièrement. On va écouter l'avis d'un psychiatre qui s'appelle Mathieu Bellassène qui publie un ouvrage intitulé « Abolir la contention ». Il était auditionné ici au Sénat, c'était le 9 avril dernier. Au fond, on sait ce qui soigne. Ce qui soigne, c'est prendre le temps suffisant. C'est déjà d'avoir des dispositifs qui permettent que quand les angoisses surviennent, elles ne se transforment pas en agitation. Donc là, c'est tout le dispositif de prévention, quoi. C'est pas la même chose quand vous avez un centre médico-psychologique qui fait de l'accueil direct, qui a cette possibilité-là, ou que, non, il y a un an d'attente, et puis il n'y a plus que les urgences, et puis aux urgences, il va attendre 10 heures, et puis la personne, il sera angoissée, donc elle va s'agiter, donc elle sera attachée, donc le psychiatre va appeler le psychiatre de garde à l'hôpital, va lui dire, il est agité, il est attaché, il faut que tu prépares une chambre d'isolement et une contention. Donc vous voyez, c'est ça, ce qu'on appelle dans le jargon la pathoplastie, c'est-à-dire que les dispositifs de soins créent de la pathologie, en fait créent de la surpathologie, ajoutent de la pathologie à la pathologie. Bon. Antoine Pellissolo, est-ce que dans la motivation ou la vocation des étudiants, des futurs ou des jeunes médecins, le fait de devoir, parce qu'il n'y a pas le choix, pratiquer la contention, j'imagine que ça pose quand même un certain nombre de questions. Il faut relativiser, c'est une partie heureusement très limitée de notre activité. Notamment, c'est les hôpitaux de secteur, les hôpitaux dans lesquels il y a des soins sans consentement. Donc c'est moins de 5% de l'activité de la psychiatrie, ces secteurs-là. Mais c'est vrai que ça peut être très douloureux. Et donc, tout à fait. C'est pas pour ça qu'on devient Bien sûr, personne ne se lève le matin pour dire j'ai envie d'attacher des patients. Et quand on le fait, c'est parce qu'en effet, en dernier recours, alors il y a des maladies graves, et ça, il ne faut pas aller dans le déni, qui parfois nécessitent de la précaution. Mais sinon, le reste, c'est souvent en effet des dérives du système qui font que trop de malades, pas assez de personnel en face, et on protège un peu. Parce que c'est dangereux. De fait, moi, j'ai des personnels qui, très souvent, sont soumis à des violences et il faut les protéger. Mais la prévention, c'est avant tout, en effet, de les soigner en amont et avec du temps. Mais vous décriviez ce qui peut se passer aux urgences parfois, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas pris en charge avant 24, 48... À ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix que... La dérive, c'est surtout, en effet, aux urgences. Dans les services, normalement, on s'organise et on est équipé et on sait faire. Les urgences, c'est souvent un lieu où il y a énormément de passages. Le personnel n'est pas toujours armé. Donc, il y a un vrai effort à faire là-dessus. Ouais. Alors, on va s'intéresser à cette idée de grande cause nationale. Je me tourne vers vous, Mickaël. La cause, comme ça, c'est presque une... En réfléchissant au sujet, vous dites c'est presque une innovation du macronisme. Ah oui, c'est ce qui avait retenu mon attention quand je commençais à parler avec les premiers marcheurs, qui étaient un peu les apôtres d'Emmanuel Macron qui arrivaient, qui promettaient la nouvelle ère politique, changer les usages, changer les visages. C'était leur mantra à ce moment-là. Et effectivement, parmi ces nouvelles formes d'engagement qu'ils mettaient en avant, dès 2017, il y avait en fait l'idée de la grande cause. Cette nouvelle forme d'engagement qui était une manière de répondre en fait à
la façon plus individuelle de l'action politique en proposant une sorte de politique à la carte, c'est-à-dire au sein de mouvements donc des marcheurs, on pouvait s'engager pour différentes formes donc de causes et de problématiques. Alors ça pouvait aller à l'époque de façon assez folklorique, de l'aide aux devoirs, jusqu'à monter un comité pour nettoyer les plages, et le parti cautionnait cette démarche. C'était une forme d'appli politique qui laissait monter ce système de la cause. Et au fond, c'est ainsi que Emmanuel Macron est allé rechercher ce pan de la société française qui s'était jamais vraiment engagé, c'est-à-dire, on va dire, la haute société moyenne. La classe moyenne supérieure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment le point de départ. Puis ensuite, Emmanuel Macron arrive au pouvoir, et là, ça devient de l'action politique avec effectivement un certain nombre de grandes causes nationales. Oui, ce qui montre qu'effectivement le diagnostic a toujours été la grande force et restera la grande force d'Emmanuel Macron. Après, c'est autre chose. Mais en tout cas, le diagnostic, ça a toujours été imparable. Élu, effectivement, comme vous le dites, eh bien, le président décrète la lutte contre les violences conjugales, contre les violences faites aux femmes et l'égalité donc entre les femmes et les hommes. Grande cause du quinquennat. C'était le propos officiel qui a débouché donc sur le Grenelle des violences conjugales et des violences faites aux femmes, avec des avancées d'ailleurs assez concrètes, l'extension des horaires du numéro d'urgence 3919 qui est passé à 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le déploiement des téléphones grave danger, les bracelets anti-rapprochement, ou encore l'augmentation de près de 80% des places d'hébergement pour les femmes victimes de violences, et également des dispositifs pendant le confinement pour pouvoir protéger et faire que les alertes sur les violences conjugales soient également signifiées. Cette politique, elle a été portée par Marlène Schiappa, à laquelle on a souvent fait des procès un peu injustes, mais qui a été peut-être la plus macronienne des macronistes, parce qu'elle pensait qu'il était possible justement de battre et de faire tomber les forteresses budgétaires, les forteresses corporatistes qui existent en France. Et en réalité, cette grande cause contre les violences faites aux femmes restera au fond la seule qui a été appliquée et en philosophie en phase avec les philosophies des marcheurs. Ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué à maintenir. Oui, la présidence d'Emmanuel Macron, on le sait, a été vrillée, jalonnée de crises qui ont fait muter, au fond, le principe. La bascule, d'ailleurs, s'est faite au moment du Covid. Il ne s'agissait plus, à ce moment-là, de réformer, de changer la France. Il fallait juste la préserver et la maintenir telle qu'elle était face au virus. Et la santé mentale a obtenu donc le label cause nationale, mais c'était un label obsolète, déjà affaibli, on le comprend. Et même s'il n'a pas réussi à trop mettre en péril l'essentiel de ces réformes, parce qu'il a confié, au fond, les affaires à la droite, eh bien, Emmanuel Macron en est au dernier stade de ses mandats. Il n'a plus la force d'innover. Et on devrait bientôt entendre cette fameuse formule. La santé mentale est un sujet de première importance qui devra faire partie d'un débat présidentiel. Reste à savoir quelle est la personnalité qu'il prononcera. Merci, Mickaël. Frédéric Bizard, sur ces grandes causes nationales, et notamment celles qui nous occupent, il y a eu quand même un intérêt, c'est de mettre les projecteurs médiatiques sur la situation de la psychiatrie en France. Est-ce que vous dites, ça libère la parole, ça permet, il y a eu le livre de Nicolas Demorand évidemment, ça permet à des gens qui n'osaient pas en parler, d'en parler aujourd'hui. Votre avis là-dessus ? Si on cherche un effet positif. Non, mais sans être politologue, moi, je ne suis pas choqué par le fait de rythmer un quinquennat de thèmes et de grandes causes nationales. Ce qui est plus désolant, c'est le résultat de ça. C'est-à-dire que là, encore une fois, quand on réfléchit à la refonte d'un système, puisqu'on est dans un système de crise, on réfléchit hors contrainte. C'est-à-dire, on se dit, dans un idéal, comment devons-nous organiser le système, la gestion de ce risque, pour sortir de cette impasse. Et après, on y voit le coût. Mais là, on fait l'inverse, parce qu'on se dit, on n'a pas d'argent, donc on va essayer de changer le moins de choses possible, et puis on finit toujours sans avoir d'argent, mais on n'a rien changé. Vous voyez, à la police. Mais donc à quoi ça sert de dire grande cause nationale? Donc le problème de là, c'est que la grande cause nationale, et ça, en effet, c'est vrai que le président de la République a souvent le nez fin pour repérer ce qui est dans l'opinion publique, mais a du mal derrière à mobiliser une équipe pour aller vraiment en profondeur et essayer de régler le mieux possible. C'est la question qui est soulevée et qui anime. Alain Pissonneau dit une chose très importante pour la psychiatrie, c'est qu'il y a des externalités extrêmement fortes et négatives de la psychiatrie. C'est-à-dire des coûts pour la société d'une mauvaise prise en charge qui sont de l'ordre de 4 à 5 fois le prix des soins. C'est-à-dire qu'on est de l'ordre de 120 à 150 milliards. Quand on regarde les études, d'habitude, c'est plutôt 3 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout investissement, mais une fois qu'on a trouvé le bon système, est extrêmement rentable. Est extrêmement rentable. Vous voyez, donc, je redis, c'est pas un problème d'argent.
sous réserve qu'on mette l'argent là où il faut et dans un système performant. C'est pour ça qu'il faut repenser complètement comment je fais pour dépister extrêmement tôt, comment je fais pour gérer les parcours à partir de la demande et pas à partir de l'offre, c'est-à-dire qui implique avec une évaluation. Comment je fais pour utiliser massivement les nouvelles technologies. Il n'y a pas un mot sur les nouvelles technologies là-dessus. On a l'impression d'être au XXe siècle. Dans le plan du ministre. Il n'y a même pas un mot. Vous voyez ? Donc... Oui. Antoine Pellissolo, quand vous avez entendu Michel Barnier, alors il n'est pas resté très longtemps Premier ministre, mais bon, décréter la santé mentale, grande cause nationale, vous parliez des vocations, il y a quand même pas mal de soignants en psychiatrie qui ont décidé à l'hôpital public, qui ont décidé d'aller travailler ailleurs. Oui. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ça va peut-être les faire revenir ? Bah oui, c'était ça l'idée, hein, et je vous dis, on le portait depuis longtemps, hein, cette demande. Je crois que Michel Barnier était sincère dans sa démarche et peut-être qu'il aurait procédé autrement. Et je crois que le gouvernement d'après a été obligé de prendre la suite sans vraiment l'investir. Un des effets quand même, peut-être pervers quand même, c'est que, comme vous l'avez dit, on en parle plus et les gens se reconnaissent et demandent des soins. Et encore plus qu'avant. Donc comme derrière, on n'arrive pas à les accueillir, c'est quasiment... Non, mais on en est un peu là en ce moment. On a beaucoup de demandes, beaucoup plus qu'avant, et on n'a pas plus de réponses. Donc il y a vraiment là, on est dans le... C'est vrai que ça dépend si on voit le verre à moitié plein. Ouais. Enfin, mais bien sûr, c'est positif, bien sûr. Et ça déstigmatise, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais il faut une réponse. Alors moi, par exemple, je vais faire une réforme qui me paraîtrait fondamentale pour améliorer la qualité, en effet, le dépistage précoce, l'accompagnement, c'est de recréer ce qui existait avant, un diplôme d'infirmier en psychiatrie. Alors pas sous la même forme, parce que c'était plus adapté à l'ère moderne, mais former des infirmiers qui connaissent les maladies mentales. Aujourd'hui, ils ont une formation très rapide, ils arrivent tout jeunes dans des services de psychiatrie, ils ont beaucoup de mal et ils restent pas longtemps, on a du mal à les fidéliser. Créer un diplôme avec évidemment un statut attractif derrière, je pense que ça nous rendrait très service et ça pourrait être un des héritages de cette grande cause si on pouvait le mettre en place. Donc c'est une idée que je soumets. Lisa Boumansour, est-ce que c'est un secteur, une spécialité dans laquelle l'errance médicale est encore pire que dans d'autres ou pas ? Oui, enfin, il y a les chiffres en tout cas qui montrent, par exemple, je crois que le trouble bipolaire, c'est 8 ans ou 10 ans avant d'avoir un diagnostic, quelque chose comme ça. Oui, en fait, effectivement, mais il y a aussi ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que plus on en parle et plus aussi des personnes... Enfin, je vous voyais, il y avait aussi le risque de se dire on a peut-être un trouble alors qu'en fait, il ne faut pas non plus tout psychiatriser, tout pathologiser. Il y a aussi ce risque qui existe. En tout cas, en matière de diagnostic, oui, c'est sûr que ça met du temps. Après, c'est parce que je pense que pendant très longtemps, les gens n'étaient pas au courant de ce que c'était ces pathologies. La dépression, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savaient même pas que c'était une maladie. Enfin, il y a énormément de choses qui évoluent aussi. Les troubles du comportement alimentaire, pareil, il y a plein de personnes qui n'étaient pas forcément au courant de ce que sont des symptômes, que ça peut être soigné. Et donc, du coup, oui, le fait d'en parler davantage, peut-être que ça aidera à détecter les premiers symptômes. C'est le but, typiquement, de la formation de premier secours en santé mentale qui veut être développée. Le but, c'est de repérer dans son entourage, parmi ses collègues, parmi ses proches, ses enfants, etc., quels peuvent être les premiers signes de différents troubles, que ce soit une dépression, un trouble anxieux, des troubles des comportements alimentaires, pour justement, alors pas du tout être soignant à la place des soignants, mais en tout cas pour les pousser à consulter. Bon, le tout, après, c'est de pouvoir consulter. Est-ce que la solution peut passer par plus de spécialisation ? Je disais en préparant l'émission, alors ça concerne les jeunes, et c'est vrai que vous l'avez évoqué, c'est l'un des aspects peut-être les plus inquiétants de l'évolution de la psychiatrie dans notre pays. C'est l'hôpital Ville-Évrard qui est en Seine-Saint-Denis qui a choisi de spécialiser l'un de ses centres dans la santé mentale des 16-25 ans. Est-ce que vous dans l'organisation ou la refonte sur laquelle vous travaillez depuis des années, Frédéric Bizard, ça peut être une solution, ça. L'hyperspécialisation, c'est quand on réfléchit, c'est quand même une tendance depuis de nombreuses années à hyperspécialiser les trucs. Mais quand on réfléchit à la refonte d'un système et des systèmes de santé notamment, on arrive toujours à ce que dit Alain Pellissolo, c'est-à-dire c'est qu'il vous manque des métiers, forcément, parce qu'il y a des choses que vous rajoutez, des briques que vous rajoutez, comme le dépistage précoce. Donc il faut rajouter des métiers. Encore une fois, je le redis, il faut utiliser quand même aujourd'hui les nouvelles technologies. Mais ça, c'est quand même la question qui se pose avec... sur un plan plus politique, on va dire, c'est que le risque de lancer comme ça des grands plans
qui font flop très rapidement, c'est quand même d'être évidemment très déceptif et donc de penser finalement que la refonte, la réforme n'est pas possible et de continuer un peu à désespérer Billancourt sur des sujets qui sont quand même majeurs et qui maintenant touchent des millions de Français. Donc il y a un risque politique derrière d'alimenter, je dirais, certaines croyances dans des solutions un peu simplistes et populistes. Et c'est ça le problème, parce que si la politique ne montre pas de capacité à résoudre des problèmes, je ne dis pas que c'est des problèmes simples, mais enfin, des problèmes avec le niveau qu'a la France, sur un plan scientifique, on manque de rien sur le plan des cerveaux dans ce pays. Croyez-moi, on est capable de résoudre assez facilement, intellectuellement, je ne dis pas qu'on va le faire dans quelques jours, le problème de la psychiatrie. Mais on mobilise pas. Alors, c'est pas simplement la faute du gouvernement, hein, ce sera mon dernier point. C'est qu'il faut, d'abord, ce serait bien qu'il y ait une mobilisation générale des partis politiques, parce que franchement, il n'y a pas de plan B. Hein. Personne n'a de plan autre que ce plan-là. On peut le critiquer, mais il n'y en a pas d'autre sur la table. Bon. Mais surtout, il faut aussi une mobilisation des acteurs, et des acteurs, si possible, unis, pour montrer que c'est possible. Merci beaucoup. Un mot de conclusion, il nous reste 30 secondes. Oui, alors vraiment, les progrès, c'est avant tout d'armer le système. Il y a 20 ans, moi j'ai l'impression qu'on faisait mieux que maintenant. Parce qu'on avait plus de personnel, c'est vraiment tout bête, hein, je suis désolé, mais donc on n'a pas besoin de faire Alors, il y a beaucoup de recherches encore à faire, mais surtout revenir à une psychiatrie humaine, parce que du personnel en nombre suffisant, et on sait faire, c'est ça qui est dramatique, on sait faire et on n'a pas les moyens de le faire. Merci beaucoup, merci à tous. Lisa Boumansour, je rappelle qu'on vous lit dans le quotidien 20 minutes, et puis il y a votre série vidéo Ma tête et moi à découvrir, et Frédéric Bizard, votre tout dernier livre Les itinérants de la santé, publié aux éditions Michalon. Merci et à bientôt sur Public Sénat. Je vous dis à demain 18h, 22h pour un nouveau Sens Public. Vous pouvez retrouver nos débats sur notre plateforme, notre site publicsénat.fr, nous réécouter en podcast. Le chat s'est invité dans la gorge à la dernière minute, mais je vais quand même réussir à vous dire que Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat, sera l'invité de notre matinale demain, et je vais boire un verre d'eau.